Bienvenue dans le débat Quel hôpital pour demain? Donc, nous sommes en présence de plusieurs personnalités politiques et du monde de la santé. Donc, bonjour Myriam Stivala, vous êtes secrétaire générale de la CGT Santé. Christophe Prudhomme, vous êtes médecin urgentiste, porte-parole de la MUF et également membre de la CGT Santé. Yasmina Ketal, vous êtes infirmière urgentiste à l'hôpital de La Fontaine à Saint-Denis et également membre du collectif Interurgence. Et Alain Brunel, vous êtes député communiste du Nord, spécialiste de la question des hôpitaux. Et vous avez notamment organisé un tour de France des hôpitaux en 2018. Donc, nous sommes en présence d'une situation particulière avec le Covid, avec le passage aux urgences qui augmente, les services de réanimation qui deviennent de plus en plus remplis. Force est de constater que le Ségur de la Santé n'a pas du tout rempli sa mission, avec notamment 7500 embauches promises, 400 lits supplémentaires et une prime de 183 € octroyée au personnel. On a l'impression évidemment que le système n'a pas changé, que la situation n'est pas en voie d'amélioration. Donc moi je voulais un petit peu vous poser la question, Myriam Stivala, qu'est-ce qui fait un petit peu que ce Ségur de la Santé a complètement échoué? Il a échoué pour plusieurs raisons. Depuis plus d'un an, tous les salariés de ce secteur de la santé et de l'action sociale se sont mis en mouvement, se sont mobilisés, ont dénoncé déjà les grandes difficultés de prise en charge de la population et aussi qu'un système hospitalier qui ne pouvait plus répondre à la demande. Donc il a échoué parce que beaucoup d'annonces ont été faites concernant ce Ségur, beaucoup de promesses qui n'ont pas été tenues. Et il y a une grande déception du personnel étant donné que les mesures salariales contenues à l'intérieur du protocole ne sont pas à la hauteur en tout cas de ce que les salariés revendiquaient en la matière. Mais derrière, c'est un protocole donnant-donnant où on demande aux salariés de faire encore plus d'efforts de ce secteur puisqu'ils devront travailler plus. Il y a une partie de ce protocole d'accord qui attaque frontalement en tout cas l'organisation du temps de travail. Ça va être possible avec des négociations locales. Et c'est pour ça que le personnel considère qu'il a été finalement grugé, en tout cas dans les annonces qui ont été données. Et on ne répond pas à l'ensemble, en tout cas, des problématiques de santé, et notamment notre système de santé et son financement, puisque sur les volets, en tout cas, de financement et surtout des emplois nécessaires pour améliorer les conditions de travail, il n'y a rien dans ce Ségur. Et vous demandiez par exemple 400, 300 € d'augmentation de salaire. Là, on en est loin avec 180 € dans le cas du Ségur de la Santé. Demander, et c'était de manière très large, puisque les luttes et les organisations syndicales avaient un socle commun. La CGT et d'autres organisations ont lutté ensemble. Et le socle commun, c'était 300 € pour tout le personnel. Ça fait 20 ans qu'il n'y a pas d'augmentation notoire, en tout cas significative dans ce secteur. Mais au-delà de ça, la demande, c'était aussi de regarder toutes les grilles salariales, les rémunérations, qui ne sont pas au niveau de ce qu'il faudrait. Et ça veut dire enclencher pour toutes les professions ces discussions-là. Ce Ségur a focalisé essentiellement, le gouvernement a focalisé sur le personnel soignant. Mais l'hôpital, nos établissements de la santé et de l'action sociale sont composés de différents professionnels qui font vivre, en tout cas les établissements, et prennent en charge la population ou l'accueil. Et donc ça veut dire qu'il faut aussi regarder les filières ouvrières, voilà, dont on ne parle jamais, qui ont fait l'hôpital. Et c'est un peu l'illustration de ce gouvernement qui a beaucoup encensé toutes ces personnes qui, pendant la crise Covid, ont agi, notre secteur, aussi d'autres secteurs, et aujourd'hui finalement ils ont le sentiment que voilà, les négociations en tout cas ne sont pas à la hauteur et ne répondent pas en tout cas à leurs demandes, et surtout la question de l'emploi, puisque notre champ professionnel pourrait recruter des milliers d'emplois, des centaines de milliers d'emplois, ce qui aujourd'hui dans la crise qu'on vit sociale, on pourrait être une solution en tout cas en termes d'emploi pour recruter des jeunes dans notre secteur. On a 100 000 emplois qu'il faudrait créer immédiatement pour l'hôpital, 200 000 emplois dans les EHPAD et encore d'autres emplois pour le secteur social et pour le secteur de la psychiatrie. Et en ce moment, en tout cas, notre organisation va aller sur cette campagne et va aussi recenser dans les établissements, avec les salariés, leurs besoins. Et ces prochaines semaines, c'est dans cette action qu'on se lancera pour effectivement recenser et que le personnel puisse défendre cette condition qui, pour, en tout cas, elle est importante. Enfin, ces conditions, c'est le recrutement de personnel, parce que c'est le seul indicateur qui leur fera voir qu'effectivement on se préoccupe d'améliorer leurs conditions de travail pour qu'ils puissent effectivement être aux 35 heures réelles et partager le travail avec d'autres.
Yasmina Kettal, vous n'étiez pas conviée pour le collectif Interurgence aux négociations du Ségur, donc vous avez suivi un petit peu tout ça de loin. Le résultat, qu'est-ce qui vous en a inspiré Alors pour rajouter déjà ce qu'a dit Mireille, je pense qu'on n'a pas interrogé ce qui nous a tous poussés à nous mobiliser, c'est-à-dire l'objet de notre travail. On n'a pas du tout parlé ni amélioré, ni proposer des choses réelles et tangibles qui permettent à la fois d'améliorer nos conditions de travail, mais aussi d'améliorer les conditions de soins. Et c'est ce qui a été montré pendant le Covid, c'est que ça a interrogé la manière dont on envisage l'hôpital et comment est-ce qu'il doit répondre aux prérogatives de la société. Et ça a été totalement absent, puisqu'en fait, on n'a pas du tout ni changé de paradigme sur la manière dont on envisage les soins, ni l'accès aux soins, ni même tout simplement les conditions de travail. En fait, ce qu'elles peuvent nous donner au quotidien, c'est de pouvoir permettre de soigner des gens correctement. Et c'est ce qui nous a souvent animés. Et aussi le fait d'arrêter de nous maltraiter, nous, mais aussi d'arrêter de maltraiter les gens. Et c'est quelque chose qui a été un peu le fil rouge de toutes les mobilisations qu'on a eues dans le secteur de la santé. Et c'est ce qui a aussi beaucoup mobilisé les gens. C'est le sens, c'est l'objet du travail. L'objet de notre travail, c'est pas simplement un objet, c'est des gens, des vies. Et nous aussi, on s'est retrouvés dans nos vies personnelles à devenir l'objet du travail. Et on a vu à quel point ça pouvait être violent et à quel point ça pouvait être difficile. Donc tout ça, ça a été totalement absent. Au-delà de toutes les revendications qui n'ont pas été écoutées et qui sont restées sans suite, je pense que c'est ce qui a manqué et c'est ce qui manque pour redonner un peu de sens et d'attractivité, parce que la question des salaires, c'était aussi de se dire que on avait des problématiques de recrutement qui étaient importantes, aussi parce que on a des métiers qui ne sont pas valorisés, et au vu des conditions de travail, il y avait des gens qui partaient. Les services d'urgence, c'est au-delà en fait. Enfin là, mais effectivement, spécifiquement aussi dans les services d'urgence. Oui, chez nous comme ailleurs en réalité, mais c'est vrai qu'aux urgences, c'est un peu le carrefour de toutes les galères, donc forcément, on se retrouve dans une situation assez catastrophique. Mais vraiment, c'est la question de l'attractivité de nos métiers et puis des lits, de toutes ces questions-là, elle a été absente des débats et c'est dommage puisque il a fallu une crise sanitaire pour qu'on commence à grappiller 2-3 trucs. Et ce qui est assez terrible, c'est que au vu de ce qui s'est passé et au vu de l'investissement des collègues, se retrouver face à un demi-Ségur et une demi... c'est extrêmement... Enfin, voilà, c'est pas satisfaisant, c'est une grosse déception qui soit à la fois professionnelle comme personnelle et politique. Enfin, il y a par exemple la question aussi d'absence de moratoire sur les fermetures de lits, les fermetures de services. Ça, c'est quelque chose qui aurait pu être fait dans le cadre du Ségur aussi. Bien sûr, et puis c'est des choses qui nous ont cruellement manqué à un moment où c'était nécessaire, voire même vital. Et c'est nous qui nous sommes retrouvés à faire des choix douloureux, c'est nous qui nous sommes retrouvés à devoir encore une fois maintenir les murs dans des conditions dégradées. Et je pense que on ne peut pas continuer à tout simplement charger la mule sans penser qu'il ne va pas y avoir à moyen et long terme des conséquences dramatiques à la fois pour les patients comme pour les soignants. Et Christophe Prudhomme, du coup, vous, en termes de gouvernance, est-ce que vous avez l'impression que le Ségur, ça a été quelque chose d'efficace? On sait qu'on a beaucoup critiqué le rôle des agences régionales de santé dans le cadre de la crise, la gestion de la crise du Covid. Est-ce que là, on se sort de ce Ségur avec une révolution à ce niveau-là? Non, absolument pas. Rien n'a changé, puisque de toute façon, dans le cadre du Ségur, c'est le Premier ministre lui-même qui a annoncé qu'une des solutions est la mise en œuvre plus rapide de la loi Ma Santé 2022, qui ne change rien en termes de gouvernance, qui maintient ces agences régionales de santé qui ne servent à rien, qui parfois même sont contre-productives. On voit que là, aujourd'hui, ce sont les agences régionales de santé qui organisent les prélèvements. Les prélèvements, voilà, les tests Covid, et on voit bien que c'est une catastrophe. Donc on voit bien que ces structures ne sont pas adaptées. Et puis surtout, nous avions pris le pouvoir pendant la crise. C'est-à-dire que les directions n'étaient là que pour répondre techniquement à ce que nous demandions. Voilà. Et
comme visiblement l'argent ne comptait pas pendant ces 2 mois, on a pu avoir des moyens. Mais souvent avec retard parce qu'il n'y avait pas de réserve. Voilà. Et là, le problème que l'on a aujourd'hui, c'est que nous sommes revenus, en termes de gouvernance, à la situation antérieure, voire même pire, parce qu'aujourd'hui, nous sommes moins nombreux. Un certain nombre de collègues n'ont pas repris le travail, d'autres, à la fois, étaient épuisés et déçus par les résultats du Ségur, démissionnent en ce moment de l'hôpital. Or, comme il n'y a pas d'embauche, les embauches, c'est la possibilité d'ouvrir des lits. Eh bien, regardez ce qui se passe aujourd'hui. Alors que nous n'avons pas de deuxième vague, nous avons des malades. Tant qu'on n'aura pas de vaccin, et même si on a un vaccin, on aura toujours des malades. Ce sont des malades supplémentaires. On a repris l'activité classique. Or, nous sommes revenus au même nombre de lits de réanimation que nous avions avant la crise. Nombre que nous avons tous jugé comme très insuffisant. Et quand nous sommes comparés à d'autres pays, on a bien vu que la crise n'a pas été la même, voire même il n'y a pas eu de vraie crise en termes de capacité d'hospitalisation dans ces pays qui disposaient de plus de lits de réanimation. Donc aujourd'hui, alors que le nombre de malades augmente, nous avons vu qu'à Marseille, pour quelques dizaines de malades supplémentaires, dans un département très peuplé, eh bien, un certain nombre de médecins alertent sur leur incapacité à accueillir plus de malades. Donc ce que nous demandons aujourd'hui, c'est que si nous voulons passer l'hiver dans de bonnes conditions, cet hiver-ci, mais le prochain, et puis l'été, et puis tous les longs week-ends, il nous faut ouvrir immédiatement, non pas des lits provisoires, saisonniers, comme l'a annoncé M. Véran dans le Ségur de la Santé, mais des lits pérennes. Il faut qu'on augmente de 50% immédiatement nos lits de réanimation. Et il faut accepter qu'à l'hôpital, l'activité n'est pas constante. Il faut accepter qu'il y ait en permanence des lits vides. Si on gère un hôpital comme un hôtel, avec un taux d'occupation de 100%, nous le savons, nous médecins, ça entraîne une surmortalité. Parce qu'on ne peut pas faire fonctionner un hôpital à flux tendu. Donc il faut accepter qu'il y ait des lits vides, il faut accepter les personnels qui de temps en temps se reposent, qui puissent partir en formation, et puis qui prennent des pauses dans la journée. Voilà. Et donc pour ça, eh bien, dans un hôpital, il doit y avoir en permanence au minimum 20% de lits libres, et dans les réanimations, au moins 30 à 35% de lits libres en permanence, parce que, eh bien, ils seront disponibles quand on a une augmentation d'activité. Et donc, la question de l'emploi est essentielle. Et quand le gouvernement nous dit, quand le ministre nous dit, oui, mais nous n'avons pas le personnel formé. Eh bien, écoutez, il y a des personnes qui se sont désignées comme volontaires pour aller travailler en réanimation, qui se sont formées. On aurait pu les affecter en réanimation. On a du personnel des urgences qui demande à travailler en réanimation. Donc, on a ce personnel. Et pour les remplacer dans les services, eh bien, écoutez, oui, il faut 3 ans pour former une infirmière. Il faut 10 ans pour former un médecin, d'accord? Mais on peut travailler différemment. Et pour soulager le travail des médecins, des infirmières, des aides-soignants, eh bien, on peut embaucher ce qu'on appelle des agents des services hospitaliers. Il n'y a pas besoin de formation, ils sont formés sur le tas. Et ensuite, quand ils ont la capacité, eh bien, ils partent dans les écoles et puis ils peuvent progresser dans leur carrière. Et il y a beaucoup de chômeurs aujourd'hui qui pourraient être embauchés comme agents des services hospitaliers. Et ça permettrait que sur une question comme l'hygiène, qui est essentielle, eh bien, nous n'ayons pas des entreprises de sous-traitance dont les employés ont un travail minuté. Et quand on a besoin, effectivement, de mettre un coup de propre quelque part, eh bien, l'agent est parti dans un autre service. Donc, si on a des agents de services hospitaliers, ce qu'on appelle les ASH, qui sont affectés dans les équipes, eh bien, ça soulagera le travail de tout le monde. Et c'est ce qu'on demande. Aujourd'hui, on veut du personnel supplémentaire. Et si on ne le fait pas immédiatement, eh bien, nous allons être dans une situation très difficile avec la démission de personnel, toutes catégories confondues, parce qu'ils sont déçus. Et vous avez même des gens, j'ai discuté hier avec un collègue infirmier, ils pensent même abandonner son métier d'infirmier. Il est usé, il a 35 ans, et il dit « je vais faire libraire ». Voilà, parce que j'en ai marre. Voilà la situation. Et c'est un petit peu la question de départ aussi de la gouvernance, parce que tant qu'il n'y a pas de prise de conscience au niveau des ARS, des directions d'hôpitaux, c'est pour l'instant la politique continue, parce qu'il y a toujours, comme on disait, cette technostructure qui supervise un petit peu tout l'hôpital public. Oui, on a besoin d'administratif, on a besoin de structure, de gestion. Mais le problème fondamental, c'est la démocratie. Voilà, qui décide, pouvoir contre pouvoir. Aujourd'hui, on a mis des directeurs généraux d'ARS qui sont des préfets sanitaires sans aucun contre-pouvoir, que ce soit du côté des soignants ou de la population ou des élus. Les élus, maintenant, ils n'ont plus rien à dire dans les ARS. Ils viennent à quelques commissions, mais le maire, avant, il était président du conseil d'administration et il avait quand même un droit de veto sur le budget, sur le plan d'établissement. Aujourd'hui,
voilà, il n'a rien le droit de dire. Bon, donc c'est un véritable problème. Nous, ce que nous souhaitons, la question, ce n'est pas une question de pouvoir. Vous voyez, bon, un certain nombre de mes collègues médecins, ils sont dans des relations de pouvoir. La question, c'est pas de dire il faut supprimer les directeurs. Non, mais par contre, le directeur, eh bien, il doit y avoir un contre-pouvoir. Et plusieurs contre-pouvoirs, le personnel, pas que les médecins, l'ensemble du personnel, et la population, dont les meilleurs représentants sont les élus. S'il n'y a pas ces deux contre-pouvoirs dans l'hôpital, eh bien, on va vers une situation catastrophique, avec des tensions. Vous savez que les tensions sont quand même très fortes aujourd'hui à l'hôpital. Il y a un certain nombre de directeurs qui sont quand même en difficulté, même personnellement. Parce que, voilà, il y en a un certain nombre qui ont quand même des valeurs de service public. Et ils ne croient même plus aux mesures qu'ils sont censés appliquer. Et puis ils ont en face d'eux des gens très agressifs et ils ont du mal à leur répondre. Et justement, Alain Brunel, donc vous êtes fin connaisseur du dossier, vous aviez initié un tour de France des hôpitaux en 2018, donc bien avant la crise du Covid. Déjà à l'époque, le bilan de ce tour des hôpitaux, c'était de constater que la situation était dégradée et très tendue, à la limite de la rupture par endroits. Donc là, on a l'impression, en écoutant tout le monde, qu'effectivement le Ségur n'a pas du tout été le moment, le point de départ d'une rénovation de l'hôpital public. Vous, à travers ces observations-là, depuis 2018, vous avez proposé à l'Assemblée nationale au mois de mai une loi de programmation pour la défense de l'hôpital public et des EHPAD. Donc on rappelle quand même qu'il y a eu 30 000 morts du Covid en France, dont la moitié dans les EHPAD. Donc je voulais savoir un petit peu, je vais vous expliquer un petit peu ce qu'il y avait dans ce projet de loi. Ce projet de loi, il part d'abord du terrain et puis il s'inspire également de ce Tour de France des parlementaires communistes. On a fait 160 établissements. On n'a pas été non plus dans l'idée, voilà, nous on connaît, voilà ce qu'il faut faire. On était dans un esprit d'écoute. Écoutez. On a entendu beaucoup de cris d'alerte, de cris de colère, de souffrance exprimée, mais aussi force de proposition. Et j'ai trouvé ça quelque chose de formidable. Et on a, à partir de là, fait une proposition de loi qu'on a déposée en octobre 2019, parce qu'on a fait 4 propositions de loi, celle que je viens de vous présenter. Il y a aussi une proposition de loi sur un moratoire, qui n'a jamais vu le jour, et puis une proposition de loi aussi concernant les maternités. Et là, on est sur une proposition de loi de programmation. J'ai interrogé, moi, le ministre Véran, suite aux conclusions du Ségur. En disant le Ségur, une demi-mesure, le Ségur, il ne répond pas aux besoins, aux aspirations des professionnels de la santé ou des soignants d'une manière générale, donc il est à côté. Et je lui ai dit, mais... Donc il me répond toujours à côté. On a un gouvernement qui répond jamais aux questions. C'est l'autosatisfaction. Et le Ségur, c'est un coup médiatique. Parce qu'on ne va pas me la faire, si vous voulez. Le coup du Ségur, ça fait plus de 2 ans qu'il y a des initiatives, qu'il y a des manifestations, qu'il y a des expressions. Et maintenant, on va dire on va faire un Ségur pour essayer de voir comment on peut faire. Mais on avait sur le terrain le diagnostic qui avait été posé, on avait des propositions qui étaient blanches sur le papier, tout était là. Et aujourd'hui, on dit non, on va faire le Ségur. Et on met quelqu'un pour diriger le Ségur qui n'est pas du tout quelqu'un qui va de l'avant et qui est révolutionnaire avec la présence de Nicole Notat. Bon, on a choisi cette personne-là. Donc déjà, au départ, quand on choisit qui va présider le Ségur, on sait que c'est foutu. On sait que c'est foutu. On sait que ça ne va pas aller de l'avant. Et c'est ça qui est dramatique, et c'est ça qui est grave. Aujourd'hui, quand on ne répond pas, et quand le ministre il fait de l'autosatisfaction, moi je dis, il faut qu'il arrête, là. Qu'il arrête le docteur Véran. Qu'il arrête, parce que ils font tout garder sur les enseignants, ils vont faire aussi le Grenelle des enseignants. Ils font plein de choses comme ça pour faire dire, écoutez, nous on est tranquille, vous voyez, on fait, c'est le discours, c'est le dialogue avec les uns et les autres. Non, il n'y a rien qui répond. Et moi je partage aussi ce qu'il dit Christophe. Quand on lit les conclusions du Ségur, et notamment le discours de Véran, c'est de dire, on ne va pas changer de cap, mais on va changer de rythme. Donc changer de rythme pour aller plus vite dans le cadre de Ma Santé 2022, dont je rappelle qu'il était le rapporteur général et qu'il a coécrit ou qu'il a écrit, tout simplement. Donc il défend son propre projet de loi. Mais on a fait vraiment abstraction de tout ce qui a été dit, de tout ce qui a été fait. Et quand on parle du Covid et tout ce qui s'est passé dans les hôpitaux, et toute cette solidarité, ce dynamisme, comment tout a été inventé, comment de la femme de ménage jusqu'au chef de pôle, au chirurgien, en passant par tous les infirmiers, il y a eu cette solidarité qui s'est exprimée, et il y a eu des inventions. On n'a pas eu besoin de projet de loi, on n'a pas eu besoin de Ségur pour mettre ça en place.
On a fait la preuve qu'on est en capacité d'organiser la santé. On a fait la preuve qu'on a capacité de recevoir des patients. C'est ça. Et on a fait la preuve qu'on est en capacité de faire tourner l'hôpital. D'abord, je signale toujours, et je le dis, je le répète, les hôpitaux tournent grâce au personnel soignant. Ils ne tournent pas grâce au gouvernement, ils tournent grâce au personnel soignant. Il n'y a plus de personnel soignant, il n'y a plus d'hôpitaux. Donc voilà ce que je veux dire. Je reviens sur ma loi de programmation, c'était la question. La loi de programmation, l'idée forte était la suivante, c'est de dire, nous, on est toujours au niveau de l'Assemblée nationale, donc à ce qu'on appelle le projet de loi de finances de la sécurité sociale qui tombe en octobre. Et là, il y a une enveloppe, on dit voilà, pour l'hôpital, il y a une enveloppe, ce qu'on appelle l'ONDAM, l'objectif national de dépenses d'assurance maladie, et on dit cette enveloppe, voilà, on va l'augmenter de 2%, elle est de 84 milliards pour les hôpitaux, on va l'augmenter de 2%, etc. Là, c'était le contraire. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui pour les hôpitaux et comment on va trouver l'argent pour satisfaire l'orientation? Et comment on va le faire sur les 5 ans? Qu'est-ce qu'on a besoin aujourd'hui? Est-ce qu'il ne faut pas mettre tout à plat au niveau des bassins de vie par bassin de vie, qu'on appelle un moratoire? Qu'est-ce qui manque dans le bassin minier, par exemple? Voilà. Donc, on manque cruellement parce que j'y suis évidemment, on manque cruellement de moyens sanitaires. Qu'est-ce qu'on va faire sur le bassin minier? Qu'est-ce qu'on va faire aussi dans les hôpitaux ailleurs? Voilà, c'est ça l'idée forte. C'est-à-dire, on programme. Mais on ne programme pas tout seul. On programme avec les professionnels de la santé. On programme aussi avec les citoyens, parce que là, on parle du personnel de santé. Mais les patients, ils ont aussi leur mot à dire. Et les familles, ils ont aussi leur mot à dire. Ils ont des choses à exprimer. Il y a des associations de patients avec les familles qui s'organisent, et ils ont raison. On a besoin de tout le monde. Et quand on parle des élus qui y sont, qui n'y sont pas, il y a des élus qui s'en foutent. Hein. L'hôpital peut crever. Hein. Ils disent toujours oui, amen. Bon, si je prends la majorité, c'est ce qu'elle fait. La majorité, il peut crier au scandale dans un endroit en disant « Ouais, c'est pas bien mon hôpital », mais ils votent le PLFSS, ils votent toutes les lois. Et quand on présente la loi de programmation, ils disent « C'est compliqué, on ne peut pas faire, où on va trouver l'argent. » Mais vous ne mettez pas le privé dedans, M. Brunel. Vous ne mettez pas le privé. Mais où on a supprimé 100 000 lits, c'est dans le public. Où il manque du personnel, c'est dans le public. Où il y a une souffrance, c'est dans le public. Qui c'est qui crie? C'est les urgences. On va comparer aussi les dividendes qui sont distribués dans les groupes privés. Voilà. Et ça, voilà. Quand on pose cette question-là, et le privé, et le privé, et le privé, et qu'on dit, nous, on n'a pas envie de répondre pour l'hôpital public. C'est ça que ça veut dire. Et il y a un malaise. Il y a un malaise. Moi, sincèrement, je vais aller jusqu'au bout. J'ai toujours été jusqu'au bout avec mes collègues parlementaires communistes et puis d'autres collègues qui sont aussi sur ces questions-là. Je pense que ce n'est pas fini. Le Ségur n'a pas enterré cette mobilisation très très forte des soignants et n'a pas enterré non plus cette mobilisation des citoyens. Et je pense qu'on va continuer à le faire pour montrer de toute façon, ici, qu'en deuxième vague, comment on va faire? Tout le monde est déjà épuisé. Comment on va faire? Et c'est ça qu'il faut qu'on regarde de plus près. Et du coup, dans cette loi de programmation, comment ça se passerait? Vous feriez une consultation des personnels comme en 2018? Enfin, concrètement, comment pourriez avoir un peu cette évaluation des besoins sur l'ensemble du territoire? Alors, tout seul, on ne peut pas le faire. C'est pour ça que je dis qu'il faut un moratoire. Il faut qu'on fasse un moratoire, qu'on fasse l'état des lieux de ce qui existe au niveau des bassins de vie. Moi, je parle par bassin de vie, pas forcément par territoire. Un territoire, c'est vaste, un bassin de vie, c'est plus restreint. Donc je parle à ce niveau-là. Donc effectivement, bassin de vie par bassin de vie, on va pas s'apercevoir qu'il va manquer au nombre de lits, qu'il va manquer le nombre de médecins, qu'il va manquer des aides-soignants, qu'il va manquer aussi des spécialités, qu'il faut qu'une offre de soins soit beaucoup plus grande. Il y a des endroits où il n'y a pas d'offre de soins, il faut partir quelques kilomètres pour pouvoir se faire soigner. Et ça, il faut aussi regarder dans cette loi de programmation, c'est-à-dire il ne faut pas qu'on dépasse 30 minutes. 30 minutes pour pouvoir se soigner. Quelqu'un qui habite dans un pays, le plat pays qui est le mien, voilà, lui 30 minutes, ça va vite. Voilà. En montagne, 30 minutes, c'est pas pareil. Voilà, c'est ça la différence. Quand on dit, c'est pas au niveau des kilomètres que ça doit se regarder, ça doit se regarder au niveau du temps qu'on va passer sur les routes. Bon, c'est ça qui est très fort de cette loi de programmation, c'est-à-dire que cette loi de programmation, elle doit mettre en place l'expression, l'aspiration, les revendications et les propositions que font les soignants à travers leur organisation, parce qu'eux, ils savent mieux que nous. Nous, on n'est que des relais, les politiques. Un député, ça fait la loi, mais s'il fait la loi tout seul, ça ne sert à rien. Il doit faire une loi en fonction de ce qu'expriment les citoyens. Et sortir du coup de cette logique gestionnaire qui est à l'œuvre maintenant, renverser un petit peu le système. Je n'ai pas compris. Vous voulez renverser un petit peu le système, sortir de ce système gestionnaire qu'il y a maintenant? Le système tel qu'il est actuellement, c'est le Ségur. C'est-à-dire que
il roule aujourd'hui simplement pour une politique ultralibérale. Il ne roule pas en fonction des patients, des soignants et des citoyens. Quand on regarde l'argent qu'ils mettent sur les entreprises, avec le plan de relance, 20 à 30 milliards, quand ils exonèrent les cotisations sociales, il y a, sur 2019, il y a eu 63 milliards d'exonération au niveau des cotisations sociales. Il y a plus de 93 dispositifs qui permettent aux uns et aux autres de ne pas payer les cotisations sociales. L'État, lui, doit rembourser à l'euro près, sauf que l'État a dit, à un moment donné, lorsqu'il y a les heures supplémentaires, puisqu'il va avoir, c'était Darmanin à l'époque, puisqu'il va avoir un excédent au niveau de la sécurité sociale, de à peu près de 2,5 milliards à 3 milliards, on va demander à la sécurité sociale de payer d'exonération des heures supplémentaires, des charges sociales d'heures supplémentaires, qui revient à 2 milliards. C'est scandaleux, ça. C'est complètement scandaleux de faire. Et la grande nouveauté, c'est de dire, on va présenter le budget recette de l'État et le budget recette de la sécurité sociale en même temps. Il y aura une discussion commune. Vous vous rendez compte? Ça veut dire que là où il y a de l'argent, on va... Voilà. Et après, je termine là-dessus parce qu'il faut vraiment changer la tendance. L'État, il dit, moi je prends 10 milliards sur la dette des investissements des hôpitaux, sur les 30 milliards, je prends un tiers. Et il dit, avec les intérêts, ça va nous amener à 13 milliards. Qui c'est qui va payer? C'est les citoyens. Les citoyens vont payer comment? Ils ont le CRDS qui devait se terminer en 2024, il va se prolonger jusqu'en 2033. Et donc, ça rentre dans la dette sociale. C'est dit comme ça. Donc, l'État décide et en même temps, c'est les citoyens qui payent. 90 milliards par rapport aux dispositifs qu'ils ont pris au niveau du Covid, avec le temps partiel, les cotisations qui ne sont pas payées, etc., etc. 90 milliards. L'État a décidé 90 milliards et c'est les citoyens qui vont payer avec la cotisation CRDS. C'est ça le fond du problème. L'État ne prend pas ses responsabilités. Alors bon, là, on a dressé un constat d'échec total du Ségur de la santé, pour ceux qui n'auraient pas compris. Si on vous demandait, pour imaginer l'hôpital de demain, à chacun d'entre vous, une mesure, je vous parle à vous, Yasmina Kettal. Par exemple, là, on voit bien qu'il y a de nouveau un afflux dans les services d'urgence. Qu'est-ce qui pourrait faire là qu'on améliore la situation et qu'on imagine un meilleur fonctionnement du service d'urgence dans l'avenir? Une seule, ce serait quand même assez difficile. Je pense qu'être en nombre suffisant pour pouvoir s'occuper des gens, ce serait la base, honnêtement. Parce que pour nous, c'est à la fois le fait de pouvoir faire notre travail correctement et puis rendre un service public de qualité, et pas la qualité comme on entend à l'hôpital, qui serait une qualité statistique ou une qualité qui répondrait à des objectifs chiffrés ou normés. Mais bien le sentiment de pouvoir véritablement avoir des effets bénéfiques sur la population, ce qui est la base de notre boulot. Donc je pense que ce serait les effectifs. Et en fait, là-dessus, il y a des endroits où c'est normé, notamment la réanimation, où on se dit que pour tant de patients, il faudrait tant de soignants, parce qu'on estime qu'il y a besoin de pouvoir... correctement prendre en charge les patients. Je pense que ça pourrait être envisagé dans plein d'endroits et ça pourrait être bénéfique pour tous. Après, je pense que c'est tout simplement arrêter de penser la logique de l'hôpital à flux tendu, en fait. C'est juste ça, et ça nous a bien montré, que ce soit pendant le Covid comme à d'autres moments, que le flux tendu, ça ne peut pas marcher dans un système de santé, puisque l'objet de notre travail, ça peut pas être à flux tendu. Et tout ce qui nous a manqué, que ce soit en termes de matériel, d'effectifs, de lits, ça a bien montré qu'on a grappillé, et qu'il n'en reste plus qu'un gruyère. Et ça, je pense que ça a été l'une des plus grosses problématiques pendant le Covid, notamment, mais qui était déjà visible bien avant. Alors là, pour éviter aussi l'afflux dans les services d'urgence, est-ce qu'il ne faudrait pas aussi améliorer un petit peu la prise en charge en amont des patients? Parce qu'effectivement, on dit toujours déjà en temps normal que les urgences sont trop engorgées. Là, évidemment, avec le Covid, ça a explosé de manière exponentielle. Est-ce qu'il n'y a pas aussi une solution à faire, même avant d'arriver dans votre service d'urgence? Oui et non, parce qu'il y a déjà des patients qui vont aux urgences, en fait. Enfin, on dit souvent que les patients viennent pour rien et tout.
pas vrai. Souvent, c'est aussi parce qu'effectivement, il y a une problématique de prise en charge au long cours. Moi, dans mon département, c'est quand même un désert médical. Les prises en charge des pathologies, notamment, notamment les pathologies chroniques, le suivi. Il y a plein de choses qui pourraient être évitées, des états de santé qui pourraient être évités, notamment par un meilleur suivi. Après, je pense que ancrer, c'est un peu bateau à dire, mais ancrer la santé dans le territoire avec ses spécificités et ses particularités, et que ce soit que les moyens nécessaires soient donnés dans les territoires qui en ont le plus besoin, ça devrait être la base, et effectivement améliorer tout le maillage. À Saint-Denis, on a assez peu de médecins traitants qui sont pris d'assaut. Il y a des centres de santé, mais qui sont aussi pris d'assaut. Pouvoir prendre un rendez-vous avec un spécialiste, c'est compliqué. Enfin, de toute façon, ce qu'avaient montré à l'époque les premiers moments de la crise des urgences, c'est qu'effectivement, on se retrouvait en plein milieu d'un carrefour de dysfonctionnement, que ce soit au sein de l'hôpital, mais aussi en ville, malgré toutes les bonnes volontés des uns et des autres. Et effectivement, mais ça, pour moi, ça rejoint la totale, c'est qu'on doit avoir une politique de santé qui ne soit pas une politique financière, c'est un peu bête à dire ça comme ça, mais c'est la vérité, quoi, qu'il ne soit pas juste une politique financière, mais bien une politique de service public et de service rendu à la population. Aussi parce que les gens, si on les interroge, je pense que c'est extrêmement important de se faire bien soigner et d'avoir un accès facilité aux soins, et que, en fait, dans la mesure où c'est une priorité pour les gens qui constituent la cité, on devrait s'en occuper, s'en charger, quoi. Justement, sur la question du financement des hôpitaux, Christophe Prudhomme, on voit qu'on n'est pas du tout sorti de la T2A. Est-ce que là, ce ne serait pas le moment, par exemple, comme mesure pour sortir de l'hôpital, la crise de l'hôpital actuelle? Oui, il y a les mesures immédiates. Ce que dit Yasmina, c'est que la priorité aujourd'hui, c'est l'emploi. Ce sont des collègues supplémentaires. Mais on ne pourra pas accueillir tous les patients aux urgences. Donc la question, ce n'est pas l'hôpital, c'est le système de santé. Tant qu'on ne remettra pas le système de santé qui s'organise autour des deux principes qui sont le service public et donc un financement intégral par la sécurité sociale, on ne s'en sortira pas. C'est-à-dire que le dysfonctionnement majeur de notre système de santé aujourd'hui, c'est la mixité publique-privée. Voilà, c'est générateur de surcoûts, il n'y a aucune organisation territoriale, et donc il faut sortir de la logique, la santé ne peut relever du secteur marchand. Or, en France, nous avons un système mixte. On n'a jamais été jusqu'au bout des préconisations du programme du Conseil national de la résistance. On n'a jamais eu la sécurité sociale intégrale, on a conservé les assurances maladie complémentaires et on a conservé un système libéral et des cliniques privées. Il faut savoir que la France est le pays d'Europe où la part du secteur privé de l'hospitalisation est la plus puissante. Et alors, si on prend ce qu'ils appellent l'or gris, les EHPAD, c'est une catastrophe. Et on a vu qu'une partie de la mortalité dans les EHPAD était due justement au manque de personnel et à cette gestion marchande, puisque l'objectif n'était pas d'améliorer la prise en charge des personnes âgées, mais c'était d'augmenter les dividendes. Parce que c'est antinomique, on peut être pour ou contre le marché. Mais il arrive un moment donné, si on dit qu'effectivement on laisse les investisseurs rentrer dans le monde de la santé, le rôle d'un investisseur, c'est le meilleur retour sur investissement. Donc il faut être clair, le projet politique, il doit être plus de secteur privé, public ou parapublic, c'est-à-dire du privé non lucratif. Voilà. Et donc les propositions aujourd'hui, ce n'est pas de parler que de l'hôpital. Si on veut moins de passages aux urgences, il faut qu'on ait des centres de santé, comme ça existe dans un certain nombre de pays, qui sont ouverts pour certains jusqu'à 22h, jusqu'à minuit, qu'on ce qu'on appelle un petit plateau technique. Aujourd'hui, vous pouvez, le médecin moderne, c'est plus le stéthoscope. Le stéthoscope, ça date de l'AENEC. L'AENEC, c'était un chirurgien du temps de Napoléon. Le stéthoscope moderne, c'est ça, avec une sonde, et ça s'appelle un échographe. Voilà, et donc on peut faire des échographies très facilement. Les infirmières en font aussi, des échographies sur certains gestes. On peut faire sur une goutte de sang des examens biologiques. Donc si vous avez ça dans un centre de santé ouvert sur des plages horaires suffisants, ben les gens ne viendront pas aux urgences. Parce que pourquoi les gens viennent aux urgences? Vous allez voir votre médecin, il est dans son cabinet, même s'il est dans une maison de santé pluriprofessionnelle, il sait les médecins les uns à côté des autres, il vous prescrit une radio, il faut prendre rendez-vous au cabinet de radiologie. Encore, il faut trouver un cabinet de radiologie. Il faut prendre rendez-vous pour la prise de sang au centre de biologie. Vous venez aux urgences, même si vous attendez 6 heures, vous avez tout sur place. Voilà. Donc, ce n'est pas qu'une question de facilité. Les gens ne sont pas bêtes. C'est la performance. On est trop performants aux urgences.
Voilà. Donc la question, c'est de réorganiser le système. Et bien, réorganiser le système, c'est le service public, de l'aménagement du territoire et un financement intégral par la sécurité sociale. Voilà. Et un financement intégral par la sécurité sociale, c'est la fin des assurances maladie complémentaires qui sont aujourd'hui les chevaux de Troie pour tuer la sécurité sociale. Et bien, un système de sécurité sociale unique, collecteur unique, financeur unique, c'est économique parce que le coût de gestion des assurances maladie complémentaires, c'est 20 à 25% des cotisations des gens qui sont affiliés à ces assurances maladie complémentaires. Est-ce que ça serait un doux rêve de syndicalistes, de politiques? Ben non, parce qu'il y a 3 départements en France où ça existe, ça, un système un peu équivalent, eh bien, c'est l'Alsace-Moselle. Voilà. Donc, la question aujourd'hui, c'est une question de volonté politique. Et je peux vous dire que dans un système service public, sécurité sociale unique, on fait des bonnes économies qui permettent de dégager de l'argent, non pas pour faire des économies et diminuer le budget, mais pour mieux utiliser l'argent et limiter la hausse des dépenses. Parce qu'il faut bien comprendre que dans un pays riche et développé, avec des progrès techniques, la part des dépenses de santé dans le produit intérieur brut ne pourra qu'augmenter, autrement on régressera. Et on a de la marge, parce que regardez, le pays où le secteur de la santé est le plus marchand, ce sont les États-Unis. Ils sont à 17% de le produit intérieur brut consacré aux dépenses de santé, avec un système de santé qui est moins bon que le nôtre. En termes de performance, ils sont au niveau de la 40e place au niveau mondial, c'est au même niveau que le Costa Rica. La différence entre les 12% qu'on dépense nous et leurs 17%, c'est le business, c'est la rémunération des actionnaires, etc. Voilà. Donc, il y a des solutions. Et nous, ce qu'on demande, et nous, ce qui nous intéresse de participer à des débats politiques, puisque la fête de l'UMA, c'est un grand espace politique, c'est qu'on invente ensemble des solutions. Et pas des solutions qui sont des solutions d'épicier. Mais si on veut une mobilisation et un espoir des personnels de la population, ben, faut placer des objectifs assez hauts. Alors, on peut dire, oui, vous rêvez. Non, non, on ne rêve pas. Aujourd'hui, le service public, c'est une vraie question. Et aujourd'hui, la population pense que la santé relève du service public très majoritairement. Et quand on dit une sécu intégrale, eh bien, on n'invente pas la poudre, c'est l'application intégrale du Conseil national de résistance, et ça existe dans 3 départements français. Juste pour revenir sur la question quand même de la T2A, là, qui est au cœur du système de l'hôpital public, parce que là on parle de système public, système privé, mais il y a aussi cette question de la tarification à l'activité qui a été mise en place depuis 2008 et qui vraiment a grignoté petit à petit le financement de l'hôpital public et a généré des conséquences de déficit en cascade. Est-ce que ça, il ne faut pas complètement en finir aussi? Pour en finir, quand voilà, j'ai parlé de généralité, après ce sont les outils de gestion. La rémunération à l'acte, que ce soit la tarification à l'activité à l'hôpital ou la rémunération à l'acte en ville, il faut en sortir. D'ailleurs, regardez, là, depuis quelques mois, nous assistons à la création de centres de santé municipaux, départementaux, avec des médecins salariés. Donc, il n'y a plus de rémunération à l'acte. Et ça répond effectivement à une demande des citoyens. Parce qu'un médecin salarié, il fait le tiers payant intégral. Vous donnez votre carte vitale, c'est bon. Il n'y a plus de dépassement d'honoraires. Voilà. Et donc, et il travaille en équipe. Donc, l'accessibilité est améliorée. Et ça permet de réguler l'installation. Une méthode de gestion, c'est de la comptabilité analytique. La comptabilité analytique, c'est pour savoir ce qu'on a dépensé. Ce n'est pas pour programmer ce qu'on doit dépenser. Puisque la logique que décrivait tout à l'heure Alain, c'était quoi? C'est on nous vote, enfin, les parlementaires votent la loi de finances de la sécurité sociale, on dit cette année, vous ne pouvez pas dépenser plus. Ouais, mais cette année, s'il y a une grosse épidémie de grippe, on va dépenser plus. Donc on fait un déficit et après on nous dit qu'il faut faire des économies. Donc c'est une logique de la tarification à l'activité. Non, on veut des lois de programmation qui nous permettent qu'effectivement, il y ait une fourchette de dépenses qui soit prévue. Et puis, si on dépasse, parce qu'il y a des raisons objectives qui font qu'on dépasse, eh bien on réajuste le niveau de cotisation à hauteur pour qu'on ne soit pas en déficit. Et puis, il y a des discussions politiques pour savoir si l'argent est bien utilisé, bien sûr. Ce n'est pas à guichet ouvert. Mais le déficit de la sécurité sociale, c'est un artifice politique des libéraux pour casser le système de santé en nous disant, regardez, vous êtes des mauvais, vous êtes en déficit, donc il faut faire des économies. Et comme les économies dans le système de santé, c'est quoi? C'est majoritairement les emplois. Et bien, on supprime les emplois. Et on est dans la situation qu'on connaît aujourd'hui. Du coup, dans le cadre de Ségur de la santé, beaucoup d'acteurs se sont dit c'est le moment de faire table rase, changeons le système, on a compris que ça n'avait pas eu lieu. Mireille Stivala, vous, pour la CGT, vous aviez présenté un plan ambitieux finalement pour repenser un petit peu tout ce système, et notamment au niveau du financement, en disant voilà, nous on a un plan ambitieux avec des embauches, 57 milliards, pour un coût de 57 milliards d'euros, mais qui finalement serait amorti par des exonérations de cotisations, des choses comme ça. Est-ce que vous pouvez nous rappeler un petit peu quel programme vous avez mis sur la table, qui n'a pas du tout été entendu
défendu par le gouvernement. On avait plusieurs propositions. C'est déjà supprimer la taxe sur les salaires, un impôt injuste, en tout cas dans notre secteur. Ensuite, la reprise de la dette totale, parce que ça a été dit, le gouvernement a repris partiellement. Nous, on a considéré que c'est toute la reprise, puisque là aussi, une partie de la dette est reprise pour certains établissements ou par d'autres. Donc il va y avoir à nouveau une forme de concurrence entre les établissements. Certains sont toujours endettés, génèrent encore des fermetures et des restructurations, des licenciements. Voilà, c'est des propositions que nous on a faites qui étaient concrètes pour dégager tout de suite, en tout cas des finances pour pouvoir financer certaines mesures qu'on demandait aux revendications. Mais au-delà de ça, on a fait des propositions aussi d'emploi, mais parce qu'on considère, et ça a été dit, l'hôpital n'est pas une entreprise. C'est-à-dire elle ne peut pas se résumer à des recettes et des dépenses. Et on a, nous, à faire les professionnels à de l'humain. Et Yasmina l'a dit, la revendication salariale est une revendication forte des professionnels, mais avant tout, c'est des professionnels qui ont choisi cette mission d'être au service des autres, et donc ils veulent avoir les moyens de le faire, et surtout en nombre, avec des équipes pluridisciplinaires. Et donc, nous, on a effectivement axé surtout sur l'emploi aussi dans les demandes qu'on a formulées, parce qu'on considère que c'est un des leviers inconditionnels, avec bien sûr la question salariale, pour rendre nos métiers attractifs, mais pour améliorer considérablement le quotidien au travail. Parce qu'on a beau dire, actuellement, Yasmina l'a développé, le personnel n'en peut plus. C'est-à-dire il est réduit à des producteurs de dates, alors que dans le quotidien, il faut des relations humaines. Voilà, c'est cette dimension-là aussi qu'on a voulu aussi porter dans nos demandes, parce que sinon on reste sur des choses très terre à terre, mais à un moment donné, il faut aussi développer ce qu'est notre métier, le sens de notre métier. Et dans une société où quand même qui se délite, qui a beaucoup de problématiques, en tout cas qui sont issues de la crise aussi, parce qu'on parle aujourd'hui de la crise sociale d'ampleur, mais on était déjà en crise avant, notamment sur l'emploi. L'emploi, on n'a jamais réussi à descendre, en tout cas dans ce pays, la masse de pertes d'emploi qu'on doit absorber pour donner enfin du travail. Donc ça, c'est quand même quelque chose qui a été fortement porté pour dire, voilà, nous, on peut être une solution pour permettre à la jeunesse d'accéder à nos métiers, d'autant plus quand on regarde les jeunes, on a observé que sur Parcoursup, plus d'1 million de jeunes voudraient faire ces métiers. Après, effectivement, on n'a pas les capacités non seulement pour les former. Ensuite, beaucoup finalement quittent ce métier parce que derrière, on l'a expliqué, les salaires plus les conditions de travail font fuir. Donc il faut totalement changer de politique. Alors là, ça a été développé. Le financement est important, puisque là aussi, le financement, c'est ce qu'on dit. Nous, on ne peut pas entendre que dans un protocole, on signe des heures supplémentaires pas soumis à cotisation. C'est une proposition qui tue notre système de santé, puisque derrière, quand on va demander à nos salariés de travailler plus, ça ne sera pas soumis à cotisation salariale. Donc, on va se retrouver dans la situation à cotisation sociale. Donc, on a nos propres salariés qui eux-mêmes ne cotisent plus pour le financement dont ils auraient besoin. Donc, voilà, on a l'impression que là, on a un gouvernement qui, de toute façon, reste toujours sur sa même politique. Et accélère d'ailleurs les choses. Et ça a été dit, on a beaucoup d'annonces, mais concrètement dans les actes, non seulement elles ne sont pas effectives, au contraire, derrière, il y a des mesures encore plus destructives du système. Mais du coup, 100 000 embauches à l'hôpital public, ce serait un minimum, 200 000 dans les EHPAD, 100 000 du côté des aides à domicile. Du coup, pour vous, ça c'est un minimum presque. Oui, c'est un minimum, d'autant plus que il faut vraiment qu'on regarde en tout cas le nombre de personnel qu'on a besoin dans les différentes structures. Alors, autant dans les EHPAD, ça a été chiffré. Là, et d'ailleurs là aussi, on ne comprend pas aujourd'hui. Il y a eu plusieurs rapports sur le sujet. C'est chiffré, c'est objectivé par d'autres acteurs qui ne sont pas forcément les organisations syndicales, et on n'arrive toujours pas à avoir en tout cas les effectifs qu'il faudrait dans ce secteur. Avec la crise Covid, ça a montré encore plus que ce secteur était sinistré. Ce serait une personne pour chaque patient en fait, c'est ça en fait. Nous, la CGT, on demande une personne, enfin un soignant pour un patient accueilli. Voilà. Et Yasmina l'a développé. Nous demandons aussi effectivement qu'on regarde service par service le ratio d'encadrement. Avec
avec un bornage qui est fait pour empêcher ce qui arrive la plupart dans nos services, où finalement on a tous les jours à composer avec des absences et on n'a pas de chiffre de sécurité. Et donc, tout est possible. Il n'y a que dans certains services où c'est réglementé. En psychiatrie, on ne peut pas descendre au-dessus d'un seuil. Et donc, oui, il faut arriver à ce type de contraintes. Sinon, on se retrouve en situation où on ne remplace jamais, en tout cas, le personnel, et on est dans ces difficultés-là. Et donc, nous, là, notre campagne, notre démarche, c'est maintenant que les salariés s'emparent justement de la question de l'emploi et qu'eux-mêmes, ils travaillent dans leur établissement pour chiffrer dans les différents secteurs, et c'est sous forme d'enquête pour qu'on puisse objectiver vraiment les demandes. Et quand c'est quelque chose que vous êtes en train de faire. Voilà, à la CGT, c'est une campagne qu'on est en train de mener et qu'on va poursuivre, au-delà de la mobilisation qui nous semble nécessaire de nouveau, puisqu'il faut poursuivre ce qu'on a commencé, tous ensemble d'ailleurs. Je pense que ce Ségur, ça a été une séquence qui a eu lieu grâce à la mobilisation, on l'a dit, du personnel, des différents acteurs, que nous sommes tous ici, de la population. Et il faudra bien sûr impliquer beaucoup plus la population, et nous pensons que c'est un enjeu de société et qu'il faut vraiment que toute la société s'en empare et les usagers avec nous dans ce combat. Et sur les aides à domicile, 100 000 personnes, ça c'est un besoin qui a un petit peu émergé au moment de la crise du Covid, ou c'est une réflexion que vous aviez depuis longtemps Non, c'est déjà, on avait identifié déjà dans ce secteur aussi de grandes difficultés d'accompagnement des personnes, faute de moyens. Mais effectivement, la crise Covid nous a encore mis en lumière d'autres problématiques. Il faut savoir qu'il y a eu, pendant cette crise, des personnes âgées qui étaient livrées à elles-mêmes chez elles, parce qu'effectivement, ça ne suivait plus derrière. Donc là, cette dimension est venue de manière plus prégnante encore, et c'est vrai que les aides à domicile, maintenant, font partie intégrante de nos demandes sur l'accompagnement des personnes, alors personnes âgées ou personnes handicapées. Alors du côté de certains bords politiques, on entend mais un plan 57 milliards, c'est complètement utopique de proposer ça, la France n'a pas les moyens. Vous pensez que pour changer le système, là, il faut frapper un grand coup en fait De toute façon, oui, et puis les utopies d'aujourd'hui sont les grandes avancées de demain. Non, je pense que de toute façon, on sait que malheureusement, on a constaté que c'est souvent, malheureusement par le rapport de force, qu'on obtient des choses. Voilà, donc nous, on en fait pour nous forcément une condition première. Il faut maintenir le rapport de force, il faut élever le rapport de force pour essayer d'obtenir des moyens. Voilà, dans d'autres pays, ça se passe autrement, puisqu'on parle beaucoup de notre pays. Dans d'autres pays, il y a eu des augmentations de salaire, de nouveau significatifs pour le personnel soignant. Donc on est nouveau en décalage malgré les augmentations actuelles et d'autres considérations qui sont faites pour les professionnels, pour leur système de santé. Donc il n'y a pas de raison que dans notre pays, si on tous ensemble, on a des propositions qui, de toute façon, sont précises, qui tiennent la route, si on mobilise, qu'on ne puisse pas obliger ce gouvernement enfin à nous entendre. On a beaucoup d'espoir par rapport à ça, puisqu'on considère qu'on a déjà franchi certains pas et que la question maintenant vient aussi dans le débat public et auprès de la population. C'est vrai que la crise a permis que la population mesure plus l'état en tout cas de notre système de santé, ou plutôt le mauvais état de notre système de santé. Et sur ce discours un peu qui consiste à dire que c'est utopique, vous Alain Brunel, qu'est-ce que vous répondez ? Moi je pense qu'on est en capacité aussi de tout changer. Je pense qu'on a un rapport de force qui peut se créer, il s'est déjà créé, il s'exprime. Puis il y a des choses qui avancent. J'ai vu que, je ne sais plus dans quel coin, vous allez me le dire, mais les services d'urgence, il y a les réouvertures de nuit. À Sisteron. À Sisteron, oui. Voilà. Donc c'est des choses qui bougent et qui avancent. Bon. Et je pense que partout, on peut avancer cette question-là. Pour revenir sur la taxe sur les salaires, je précise pour ceux qui nous écoutent que dans la fonction publique, il n'y a que les hôpitaux, les salariés, qui ont une taxe sur les salaires. Il y en a aussi dans le privé, je pense aux banques, mais au niveau de la fonction publique, il y a uniquement 4 milliards. 4 milliards que ça rapporte aussi pour travailler d'une autre manière. Ensuite, il y a aussi d'autres moyens financiers, par exemple, l'égalité de salaire homme-femme, 6 milliards et demi. Ça rentre dans les caisses, 6 milliards et demi. Voilà. Plein emploi. La fraude aux cotisations, ça aussi, c'est... Moi, j'ai dit une fois à Buzyn, j'ai dit, écoutez, il suffirait qu'on embauche, là, au niveau du fisc,
pour mettre des personnes qui aillent chercher de l'argent là sur la fraude. Vous n'avez même pas besoin de les payer, ils se payent eux-mêmes. Avec ce qu'ils vont rapporter, ils vont se payer eux-mêmes. Vous n'avez pas besoin. On m'a dit on va mettre 2, 3 personnes, etc. Il n'y a pas cette volonté. Il ne peut pas avoir cette volonté parce qu'ils sont d'une volonté ultralibérale. Ils sont d'une politique pour casser la sécurité sociale, pour casser le service public. Voilà, eux, après, dans quelques temps, si on laisse faire, eh ben, on ne demandera plus la carte vitale, on demandera la carte bleue. Voilà, c'est ça qu'ils veulent, c'est plus la carte vitale, c'est la carte bleue. Eh ben, nous, c'est pas ça. Nous, on dit, l'hôpital, c'est pour les citoyens. Voilà. Parce que l'hôpital, c'est un bien commun. C'est le bien de tout le monde. Et c'est à nous de le défendre. C'est à nous de le conserver. On a la capacité de le faire. On a les moyens, on a des propositions, on a des solutions. Il suffit de tout bouleverser. Il ne faut pas faire l'hôpital du fric. Nous, on n'en veut pas l'hôpital du fric. Effectivement, quand on marche, quand on fonctionne au service des citoyens et pour les citoyens, pour la santé de tous, il y a un travail qui doit se faire en amont. Quand on sait qu'il y a 48 000 morts aujourd'hui par les particules, qu'est-ce qu'on fait déjà à ce niveau-là pour travailler sur ces questions-là de santé en amont? Qu'est-ce qu'on fait aussi pour créer les moyens? Les centres de santé, eh ben, on en a discuté tout à l'heure un peu tous ensemble, mais il va y avoir là, ici, les élections régionales. C'est peut-être aussi des questions à poser aussi dans les différentes régions, dans les départements. Qu'est-ce qu'on met en place à ce niveau-là pour des relais de questions de santé? La médecine de ville et de l'hôpital, c'est aussi important qu'il y a ce trait d'union, qu'il y ait ce lien. Voilà. Moi, je pense qu'on est dans un tournant. Et je le dis parce que je le pense, parce qu'il y a des choses qui se passent. La pression n'est pas tombée, même si on a l'impression avec l'effet médiatique qu'il n'y a plus rien qui se passe dans les hôpitaux, qu'ils ont tout accepté, que ceux qui ont signé, ils ont raison, etc., etc. On se gargarise. Quand on dit qu'il va y avoir 15 000 emplois de créés, alors qu'on vient de parler qu'il en faudrait 100 000 et 200 000, on est loin du compte. Et quand on dit qu'il faut ouvrir 4 000 lits, on est loin du compte. Je pense qu'il y a 1300 établissements de santé publique. Vous faites le calcul, c'est pas grand-chose par établissement. Mais à ceux qui le demandent, ben, nous on le demande. Nous on dit chiche, mettez-les en place, il nous en faut plus. La loi de programmation c'était ça. Je n'ai pas bien répondu à votre question, mais la loi de programmation c'était aussi ça. Pour les emplois, pour les besoins humains et pour les besoins matériels. C'était ça aussi. Qu'est-ce qu'on fait dans l'année 2021? Comment on programme? Et l'argent, comment on le trouve? Là c'est tout l'inverse. On va se retrouver ici à la sécurité sociale, on va discuter du budget. Ben, le budget il est fait puisque ça dépasse, c'est le Ségur. En fait, on va dire, voilà, on a mis 9 milliards pour ceci, on va mettre 19 milliards pour cela. Nous, on n'a plus rien à dire. Il y a le PLF au mois d'octobre, ouais. Mais effectivement, on a l'impression que tout est déjà décidé, oui. Ben, mais déjà avant, c'était déjà décidé, mais ça s'entendait moins. Parce que quand on dit, vous avez une enveloppe de 84 milliards, elles sont remontées de 2,5, il faudra faire des économies. Donc je rappelle quand même sur l'économie sur la santé avec les PLFSS, c'est depuis 2017, c'est 3,2 milliards d'économies qu'on a demandé de faire sur les hôpitaux, donc manque de moyens, etc. Bon, nous, c'est pas ça qu'on dit. La programmation, c'est on a besoin de ça, c'est immédiat, il faut qu'on regarde comment on va faire pour répondre à ça. Et quels moyens financiers on met. C'est ça la loi de programmation. Et c'était ça, cette valeur de travailler avec l'humain. Parce que le plus important, le centre du monde, c'est l'humain. Et quand le président de la République il dit la santé n'a pas de prix, eh ben, qu'il n'a qu'à le prouver, la santé n'a pas de prix. Il n'a qu'à arrêter de tousser dans son masque et le refile à tout le monde, hein, son masque. Déjà, on commencerait par ça. Non, mais voilà, moi je reste persuadé que ça bouge, ça bouillonne, et on peut dire, bon, il y a eu tous ceux qui s'applaudissaient à 20h, maintenant il faut nous rejoindre. Eh bien, c'est déjà beaucoup. Parce qu'on a sensibilisé déjà de ce côté-là. Et moi, je l'ai fait dans mon quartier. On m'a dit, pourquoi tu fais ça? Vous avez applaudi à 20h, c'est ça? Oui, moi j'ai applaudi tous les soirs à 20h dans la rue où je suis. Et on n'était pas... Mais petit à petit, ben, on a commencé, on était 3, puis on était 10, après on était 15, etc. Et j'ai appelé tout le village à le faire. Bon, tout le monde ne le fait pas. Ça ne veut pas dire que tout le monde sera à la manifestation, ça veut dire que quelque part, ben, ces citoyens ont été bouleversés sur la situation des hôpitaux en France. Ils ont été bouleversés par rapport à ce qui se passe au niveau des médecins, des soignants, d'une manière générale. Et ça les a pris dans le cœur, pardon, je tape sur le micro, ça a été vraiment pris au cœur, ils se sont dit, on va les soutenir. Et d'autre manière, parce qu'on parle du 20h, mais on peut aussi parler des commerçants qui a apporté de la nourriture, on peut parler de cette solidarité qui a dépassé les portes de l'hôpital et qui vivait à l'intérieur pour aujourd'hui s'exprimer ailleurs. Et bien le Ségur, il veut casser ça. Le Ségur, il veut casser cette sécurité. Et bien, il y en a qui disent qu'il faut un deuxième Ségur. Moi, je dis qu'il faut se remettre sur la table de négociation et il faut forcer ce gouvernement, voilà,
aujourd'hui à entendre ce qui se passe, parce que de toute façon, ça va être dramatique. Eux, ils travaillent dans les hôpitaux, moi je ne travaille pas, mais j'ai des témoignages, ça va être dramatique dans ce qui va se passer. Le à bout de souffle, le confinement, l'après-confinement, le Covid dans les hôpitaux, les gens qui ne se sont pas soignés et qui reviennent se soigner, parce qu'il y a toute cette partie de gens qui n'ont pas voulu se soigner, parce que voilà, eh ben, ils ne se sont pas reposés. C'est ce que vous dites, c'est le Ségur de la Santé n'a pas réussi à casser cette solidarité et il y a justement une journée d'action le 17 septembre, la semaine prochaine. Alors pas que pour défendre les hôpitaux, mais en tout cas il y aura des hospitaliers qui seront là pour défendre des emplois pérennes et plus de moyens pour l'hôpital public. Et il y a aussi une journée d'action le 15 octobre dans la santé. Du coup, je voulais savoir un petit peu, Mireille Stivala, pour vous, là, c'est l'occasion de rassembler un peu tous ces gens qui ont applaudi à leur balcon ou à leur fenêtre à 20h pendant le confinement. Oui, c'est dans la logique de la poursuite de notre mouvement, c'est-à-dire qu'il y a encore beaucoup de choses à faire et donc nous on appelle les salariés avec les usagers à nous rejoindre le 15, alors le 17 parce que là c'est l'emploi, là je pense que c'est plus largement nous tous voilà, qui sommes une nécessité vraiment vitale de rentrer avec une journée d'action pour montrer que ça va mal dans notre pays et que l'emploi est une des premières questions qui nous percute là pour la rentrée et évidemment poursuivre dans notre secteur, avoir une journée du 15 octobre qui remet le focus sur notre secteur, sur nos difficultés pour bien expliquer aussi effectivement que ce Ségur, voilà, à grande annonce, des grandes promesses, mais au bout du compte ça ne règle pas la question. Et la question dans son ensemble, notre système de santé, son financement, les emplois nécessaires pour le faire fonctionner. Et il y a une autre inquiétude, il faut aussi effectivement alerter sur la difficulté qu'on va traverser cette fin d'année. C'est-à-dire avec du personnel épuisé, fatigué, déçu en tout cas de ce qu'on a pu à un moment donné leur brandir en termes de promesses qui aujourd'hui se traduisent par rien, parce que concrètement, là actuellement, les professionnels vivent exactement la même chose, c'est-à-dire toujours à rythme infernal, les conditions de travail ne sont pas améliorées, elles ne pourront que s'améliorer par l'emploi, et ça c'est une question importante, cruciale, et je l'ai dit tout à l'heure, je pense que notre secteur peut avoir au moins un impact important dans cette société en termes d'absorbant de chômeurs qui aujourd'hui sont jeunes. C'est aussi une grande catastrophe pour nous d'arriver dans cette rentrée en voyant de plus en plus de jeunes qui n'auront pas de travail, qui ne pourront pas accéder. Et Christophe l'a dit, on peut aussi nous avoir, l'hôpital public, nos établissements, la possibilité dans ces emplois de faire évoluer ces professionnels par la formation. Donc ça, on a aussi une vocation sociale, nos établissements, par ce biais-là, la formation professionnelle. Voilà, tous ces éléments nous font dire qu'on va avoir, en tout cas les prochains mois, beaucoup de mobilisation et on espère qu'elles sont fortes, soutenues, avec des professionnels qui vont le faire et qui luttent déjà dans les établissements. On a aussi des réussites. Vous parlez des réussites aussi, on a des établissements où on a réussi effectivement à sauver des emplois, des services, et c'est une bataille au quotidien pour nos professionnels et pour nous en tant que syndicalistes dans les établissements de faire en sorte d'améliorer le quotidien des professionnels, de continuer à nous battre pour avoir plus de moyens et de peser aussi sur la politique nationale. Maintenir la pression, du coup, même en période de crise, parce que là, effectivement, comme les cas repartent de plus belle, que ce soit en réanimation ou aux urgences, l'idée, c'est de surtout pas lâcher le morceau maintenant non plus. Oui, il ne faut jamais lâcher, et c'est l'essence même de notre mission en tant que professionnel. On ne lâche jamais nos patients, et en tant que syndicaliste, on ne lâche jamais les salariés. Voilà. Écoutez, je vous remercie d'avoir participé tous les quatre à ce débat. Donc, vous avez bien noté, il y a 2 journées d'action, le 17 septembre, là, qui est plus générale contre l'emploi et la précarité, et une autre qui sera donc le 15 octobre, spécifiquement pour les personnels de santé. Donc, merci Alain Brunel d'être venu spécialement du Nord pour le débat. Merci Yasmine Aketal, qui avait quitté son poste aux urgences quelques heures pour venir nous voir. Merci aussi Christophe Prudhomme. Vous êtes un habitué des pages de l'UMA, mais en tout cas, merci d'être venu pour donner votre parole en public, et merci également Mireille Stivala d'avoir montré que finalement d'autres choses sont possibles, que même si le Ségur a échoué, c'est pas un aveu de catastrophe définitive pour le système de la santé en France. Voilà. Merci à vous.